Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire French Morning avec trois invités pour ce sujet qui vous intéresse beaucoup puisque vous avez été nombreux à poser de nombreuses questions. Donc ce sujet s'intitule Le retour en France qui va être abordé grâce à trois invités de marque aujourd'hui présentes. Amélie Deschênes, directrice des partenariats au FX, Caroline Mansart, avocat spécialiste en droit fiscal et en droit douanier, Sandrine Leloir, notaire, SLL notaire. Merci à toutes les trois, trois expertes qui vont vous exposer les problématiques pour l'organisation de ce retour en France, si c'est la décision que vous avez prise, et qui ensuite répondront à vos questions en direct, puisque comme nous le faisons d'habitude, ce webinaire consiste à vous présenter la thématique par les invités de marque et ensuite répondre à vos questions. Donc, je vais laisser la parole à Amélie Deschênes, qui va vous parler transfert de devises, puisque qui dit changement de pays, expatriation, dit transfert d'argent, changement de devise. Amélie, je vous laisse la parole. Merci encore. Merci Julie pour l'invitation et merci à tous d'être au rendez-vous. On était toutes très contentes de la réponse à notre invitation. Et puis moi, mon but aujourd'hui, dans le fond, c'est de simplifier au maximum une des préoccupations pratiques là, de votre projet qui est de rapatrier des fonds de l'étranger lors de votre retour en France. Alors, la première chose à savoir, c'est sûr, comme plusieurs, vous pouvez penser à aller avec votre banque pour rapatrier vos pounds vers la France. Je l'ai fait moi-même. Je suis certaine qu'il y en a qui l'ont fait aussi. On se rend compte, par contre, qu'on y perd pas mal au change. Les banques vont charger des frais de transaction à l'envoi et à l'arrivée. Et puis, surtout, vont prendre une marge sur le taux de change réel qui est assez grasse. Et puis, je voulais commencer par vous expliquer cette notion de base. Qu'est-ce que le taux de change réel? Il est aussi appelé le taux interbancaire et c'est le taux qui est utilisé par les grands groupes bancaires pour échanger des devises entre eux. Ce n'est jamais le taux qui est offert aux consommateurs, mais il doit quand même être utilisé comme référence lors de votre transfert de fonds. Et donc, tous fournisseurs de taux de change vont prendre une marge, un coussin, si vous voulez, sur ce taux de change réel. Et votre défi, c'est de garder cette marge au minimum. Puis, je voulais vous partager un exemple bien concret d'emblée. Donc, si, pour un exemple, si on rapatrie 100 000 pounds en euros, le taux réel ce matin était à 1,09. Avec un taux bancaire standard, on obtiendrait au final 106 820 euros. En utilisant un spécialiste en taux de change comme OFX, la compagnie pour laquelle je travaille, on obtiendra au final 108 620 euros. Et donc, il y a une différence de 1 800 euros, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, donc, comme première stratégie, moi, je vous invite à d'abord connaître le taux de change réel au moment de votre transaction pour bien comprendre les coûts qui vous sont facturés par le fournisseur que vous choisirez. Et puis, deux, je vous inviterai à magasiner aussi les spécialistes en taux de change parce que c'est là que vous allez être capable de trouver le taux de change le plus compétitif. Les spécialistes de change vont aussi pouvoir vous offrir différents outils pour gérer le risque de change. Puis moi, aujourd'hui, je vous en propose 4. Le premier s'appelle l'ordre à court limité. En anglais, il s'appelle le Limit Order. Et c'est un produit qui est basé sur le principe d'attendre pour le bon moment. Donc, vous allez utiliser ce produit-là lorsque vous avez de la flexibilité dans le temps. Donc, probablement au début de votre projet de retour en France. Et donc, lorsque vous avez de la flexibilité dans le temps et que vous pensez que le taux va s'améliorer. Alors, disons, ce matin, comme je disais, le taux est à 1,09. Disons qu'on a espoir qu'il va remonter à 1,11. Eh bien, vous pourriez placer une épingle dans le marché avec votre directeur de compte, placer une épingle dans le marché à 1,11 et si le marché atteint ce taux-là, nous allons acheter les euros pour vous. Et donc, vous n'avez pas à monitorer le marché, on le fait pour vous 24 heures sur 7 et vous êtes certain de ne pas laisser passer un bon taux pendant que vous vous concentrez sur d'autres préoccupations. Donc, ça, c'est le premier produit. Le deuxième, c'est le produit le plus utilisé. Il s'appelle le taux au comptant, en anglais, le spot rate. Dans le fond, c'est simplement acheter une devise étrangère au prix où elle est en ce moment, donc on the spot. Le troisième produit
qui est très important, s'appelle le contrat à terme. En anglais, c'est le Forward Exchange Contract. C'est un produit qui est basé sur le principe j'achète aujourd'hui, je paie plus tard. Et donc, on va utiliser ce produit-là lorsqu'on aime le taux d'aujourd'hui, mais on sait que la transaction va être réalisée dans le futur. Donc, ça pourrait être, par exemple, pour l'achat d'une propriété, on doit souvent faire un dépôt de 20 ou en tout cas un dépôt pour l'achat d'une propriété. Donc, on connaît le montant, on connaît la date à laquelle les fonds doivent arriver chez le notaire. Donc, ça peut être un exemple pour ça, ou pour payer, par exemple, pour le semestre d'université des enfants. On connaît le montant, on connaît la date dans le futur. Alors, on peut attraper le taux d'aujourd'hui pour cette transaction-là dans le futur. Et le laps de temps peut être n'importe quand entre 2 jours jusqu'à 12 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Et donc, c'est le seul produit, le contrat à terme, qui vous offre une protection si le mouvement de la devise allait de façon défavorable pour vous. Donc, si le pound perdait de la valeur. C'est le seul produit qui vous offre une protection parce qu'à ce moment-là, vous avez sécurisé votre taux d'avance. Et puis, peu importe ce qui se passe dans les jours ou les mois à venir, vous savez déjà à quel taux vous allez faire la transaction. Le quatrième produit, c'est l'expertise humaine. Chez OFX, on a investi beaucoup en technologie pour vous offrir une plateforme transactionnelle qui vous permette, dans le fond, de faire vos transactions 24 heures sur 7 chez vous, mais on a aussi investi dans des équipes à travers le monde qui sont là pour répondre au téléphone 24 sur 7 puis vous aider avec le scénario que vous essayez de résoudre. Donc, voici les 4 produits. En plus de ça, je vous invite à être à l'affût du marché, bien entendu. Il y a des outils qui sont là en mode libre service pour vous faciliter la vie à ce niveau-là. Il y a l'application mobile où vous pouvez vous inscrire pour des alertes de taux. Et donc, vous allez recevoir quand il y a un mouvement favorable dans le taux pound-euro. Vous pouvez également vous inscrire à des commentaires hebdomadaires ou à un dossier un petit peu plus volumineux qui s'appelle le Currency Outlook, qui est livré à chaque mois. C'est livré dans votre boîte courriel. Donc, 1 page ou 3 pages, c'est assez digestible le matin en prenant votre café. Maintenant, je voulais couvrir rapidement l'enregistrement pour pas qu'il y ait de surprises. Donc, comme tout produit en ligne, la première étape, c'est de créer un profil. Ça prend 5 minutes. Vous entrez votre nom, votre adresse et les devises que vous désirez échanger. Une note au niveau de l'adresse. Il faut entrer une adresse à laquelle vous avez été pendant plus de 6 mois parce que la plateforme passe ce qu'on appelle une vérification électronique qui est une validation d'identité qui se base entre autres sur votre adresse. Donc, si vous êtes retourné en France et que vous avez une nouvelle adresse, entrez l'adresse précédente où vous avez été pendant plus de 6 mois. Comme ça, vous allez passer la vérification électronique et vous n'aurez pas de document d'identité à nous fournir. Donc, on s'évite cette étape-là. Et donc, voilà, l'inscription faite, ça prend 5 minutes. Vous allez recevoir un appel de bienvenue pour compléter le profil. Une fois le profil complété, on vous envoie un courriel comme quoi votre compte est activé. Ça veut dire que vous pouvez maintenant utiliser la plateforme OFX pour faire vos transferts de fonds. La troisième étape à ce moment-là, ça va être lorsque vous êtes prêt à réserver le taux. Donc, sur OFX, quand on dit Book Transfer, ce qu'on veut dire essentiellement, c'est qu'on réserve le taux. Et là, vous pourrez discuter avec votre directeur de compte les produits que je vous ai parlé. Si vous désirez faire un limit order, peut-être placer une épingle pour un taux désiré ou faire un forward contract, c'est à ce moment-là qu'il faudrait le faire. Une fois qu'on a réservé le taux de change, la dernière étape, c'est d'entrer les coordonnées bancaires du destinataire, donc de votre compte ou du compte d'une tierce partie en France. Et il faut ensuite nous envoyer les fonds. Je voulais maintenant couvrir la logistique du paiement. Donc, les paiements chez OFX se font en 2 règlements locaux, ce qui nous permet que ce soit moins cher et plus rapide. Et donc, lorsque vous faites un paiement pound-euro, ce qui se passe en background, vous envoyez les pounds dans le compte pounds d'OFX chez la Barclays. C'est un transfert local, c'est gratuit. Et une fois qu'on a reçu les pounds de ce côté-là, de notre compte, toujours chez la Barclays, de notre compte bancaire en euros, on vous livre les euros dans le compte bancaire du récipiendaire. Donc, ce sont 2 transferts locaux, si vous voulez. Et donc, on élimine les frais de transaction, les International Wire Fees, et ça nous permet de livrer les fonds plus rapidement.
Pour conclure, évidemment, le French Morning ont fait leur due diligence avant de s'associer à OFX, mais je voulais juste vous donner un aperçu de la compagnie. Donc, on est en affaires depuis plus de 20 ans. C'est une compagnie qui a été fondée à Sydney et qui est une compagnie publique aujourd'hui listée sur l'Australian Stock Exchange. Et puis, à travers ces 20 années-là, on a ouvert 6 bureaux à travers le monde. Donc, on est là à Londres, Hong Kong, Sydney, Singapour, San Francisco et Toronto. Et donc, c'est un système, dans le fond, qui suit le soleil pour qu'on puisse vous offrir un service par téléphone avec nos experts 24/7. On a développé les produits, comme je vous ai parlé, les produits avancés de gestion du risque de change, le Limit Order, le Forward Exchange Contract. Et puis, on peut vous aider dans 197 pays, 55 devises, et toujours avec la même mission de vous offrir un taux qui soit plus compétitif que les banques. Et sur ça, je voulais juste vous expliquer un petit quelque chose quant aux opérations. Donc, on travaille avec les banques. Donc, on est compétiteur, mais on travaille avec les banques. Elles nous permettent, dans le fond, de les battre sur un seul service, le taux de change, en raison du volume de transactions qu'on amène dans leur livre. Donc, on transfère à peu près 25 milliards par année aujourd'hui pour nos clients. Et ce volume de transactions-là, ça a une valeur pour les banques, ça passe à travers leur système de paiement. Et donc, essentiellement, en échange, elles nous donnent des taux de change institutionnels que nous pouvons passer à nos clients. Et ça peut être des clients, des particuliers ou des business aussi. Et donc, voilà, si vous avez des questions, on a construit une page avec de l'information au ofx.com/French-morning. Où vous pouvez m'envoyer un courriel amélie.deschênes@ofx.com et puis ça nous fera plaisir de vous aider là, avec votre transfert. On pourra se planifier un appel. Donc voilà, merci beaucoup. On a une question. Merci Amélie pour cette présentation. On a une question, on a une personne qui a levé la main, qui aurait une question en direct. C'est Valérie. Valérie, quelle est votre question? Bonjour Valérie, je crois qu'il faut activer votre micro. L'icône se situe dans le coin inférieur gauche. Oui, Valérie n'a pas activé son micro, alors je vais demander une réactivation de son micro. Auquel cas, on prendra la question de Valérie plus tard et on répondra à une question que j'ai déjà eue pendant les quelques secondes qui viennent de s'écouler. Ah, Valérie, votre son n'est pas activé. Alors, on a une question, qui m'est posée en direct et qui m'a été posée en amont du webinaire et qu'on doit souvent vous poser, Amélie. Pourquoi OFX et pas TransferWise? Oui, on nous la pose. C'est une bonne compagnie, c'est un bon compétiteur. Dans le fond, TransferWise et OFX ont deux piliers de leurs services qui sont très similaires. Les taux de change préférentiels, évidemment. Donc, on travaille avec nos partenaires bancaires chacun pour vous offrir des taux de change plus compétitifs, de un. Et de deux, les deux compagnies ont investi beaucoup en technologie. Et donc, aujourd'hui, les deux vous proposent une plateforme transactionnelle où c'est beaucoup plus facile de faire son transfert. Ce sont des plateformes qui simplifient le processus et qui sont intuitives. Là où on diffère, c'est que OFX a un troisième pilier de son service qui est une combinaison d'expertise humaine et des produits avancés dont je vous parlais. Donc, nous, on a investi pour ouvrir ces 6 bureaux-là dans le monde pour vous offrir une expertise de nos équipes. Et donc, ça, les compétiteurs ne l'ont pas. Et puis, les forward contracts, le limit order, c'est des produits qui ne sont pas disponibles non plus chez TransferWise. Et le résultat de ça, c'est qu'on sert une portion de la clientèle qui est un petit peu plus informée. Donc, la transaction moyenne pour un particulier chez OFX est de 20 000 dollars. Et puis, chez TransferWise, on est à 2 000. Donc, c'est une petite différence, mais je pense que les clients qui transfèrent de plus gros montants aiment avoir la rassurance de pouvoir parler à quelqu'un pour les aider. Merci Amélie pour cette réponse. Natacha, j'espère qu'on a répondu à votre question. Ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation suivante.
Donc, Caroline Mansart, nous avons le plaisir d'avoir Caroline auprès de nous. Alors, on n'a pas activé la caméra, nous nous en excusons, mais nous sommes sûrs de la connexion et je suis sûre que vous l'entendrez parfaitement grâce à cela. Voilà, je vous laisse la parole, Caroline. Merci encore Oui. d'être ici. Bonjour à tous. Merci Julie. Est-ce que là, le partage écran fonctionne bien? Vous voyez mon premier slide? Alors non, nous n'avons pas votre présentation. Alors, donc diaporama. Voilà, partager l'écran sur le bouton vert et ensuite on reclique sur le bouton. Et donc pendant que Caroline fait la petite manipulation, donc pour rappel, Caroline est avocat spécialiste en droit fiscal et droit douanier. Donc nous avons la chance d'avoir Caroline avec nous aujourd'hui, qui va pouvoir aussi nous faire nous exposer son expertise, les problématiques avant de répondre à vos questions. Alors, c'est bon là comme ça? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Bonjour à tous, merci Julie. Alors, je suis désolée, on avait pourtant fait des répétitions techniques il y a 2 jours, tout allait bien. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, ma caméra ne fonctionne pas. Mais c'est un réel plaisir pour moi de présenter ce webinaire avec vous. Moi, je vais essayer d'enlever. Voilà. Est-ce que là, tout va bien, Julie? Voilà, nous vous entendons très bien, Caroline. Nous voyons votre présentation et nous avons hâte de vous écouter. Voilà, comme ça, vous serez concentrés sur les slides. Alors, donc, mon intervention, en fait, concerne, donc c'est de la fiscalité, et ça concerne, en fait, la situation d'une personne qui est résidente au Royaume-Uni, qui déménage en France, mais qui maintiendra au Royaume-Uni des intérêts financiers, des placements immobiliers ou bien des revenus. Et donc, en fait, la question qui se pose, c'est quel sera le traitement fiscal de ces revenus, de ce patrimoine qui est situé au Royaume-Uni alors que vous êtes résident en France. Alors, la première question à se poser est la question de la résidence fiscale. Parce que, en fait, ce n'est pas anodin. À partir du moment où vous déterminez une résidence fiscale, de là, en fait, découle toute la grille de répartition. Voilà, excusez-moi. De là découle toute la grille de répartition du pouvoir d'imposer entre la France et le Royaume-Uni. Excusez-moi. Pas de souci. C'est une mauvaise journée aujourd'hui. Donc voilà, à partir du moment où vous déterminez la résidence fiscale, est-ce que je suis résident fiscal en France ou au Royaume-Uni, de là en fait découle toute la grille de répartition du pouvoir d'imposer des revenus. Donc, cette question, on va se la poser d'abord d'un point de vue français et il y a une méthode à appliquer. La méthode, c'est est-ce qu'en droit français, je peux être considéré comme résident fiscal? Pour ça, je me réfère à l'article 4 du Code général des impôts, que vous voyez là sur le slide, où il est mentionné qu'il faut remplir un seul de ces critères pour être résident fiscal. Donc, vous avez le critère du foyer. Si vous avez votre foyer en France, vous êtes résident fiscal. Vous avez le critère du séjour principal, le critère de l'activité professionnelle ou le critère du centre des intérêts économiques. Donc, à partir du moment où vous remplissez un seul de ces critères, vous serez considéré comme résident fiscal en France. Sauf que, au Royaume-Uni, les critères de résidence fiscale peuvent être différents et vous pourrez, excusez-moi, je suis un petit peu, avec tous ces problèmes techniques, ça m'a un petit peu perturbée en fait. Pas de souci, pas de souci. Pas de stress, tout va bien. Oui, bon. Le problème, c'est qu'au Royaume-Uni, les critères de résidence fiscale peuvent être différents. Et vous pourrez, par exemple, être considéré comme résident fiscal au Royaume-Uni alors que vous serez également considéré comme résident fiscal en France. Dans ce cas-là, heureusement, nous avons en fait le droit fiscal international qui vient nous aider et nous avons la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni qui nous donne en fait la méthode à suivre pour déterminer où se situe ma résidence fiscale. Alors, contrairement
au droit fiscal interne. Contrairement au droit fiscal interne, les critères de résidence fiscale de la convention fiscale doivent être lus de manière successive et non pas, comme en droit interne où je l'expliquais, il suffisait de remplir un seul des critères. À partir du moment où vous avez un foyer permanent d'habitation en France, vous serez considéré comme résident fiscal en France. Si vous avez un foyer permanent d'habitation dans les deux États, on va regarder alors où se situent vos liens personnels et économiques les plus étroits. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que vous pouvez avoir des liens personnels dans un pays et des liens économiques dans un autre pays. Alors, dans ce cas-là, on regarde le troisième critère, on va regarder où vous séjournez de façon habituelle. Mais vous pouvez également séjourner de façon habituelle au Royaume-Uni et en France. C'est le cas, par exemple, vous avez votre famille en France et votre travail au Royaume-Uni. Donc, alors, dernier critère, on va regarder, en fait, de quel pays dont vous avez la nationalité. Et si vous avez la double nationalité, la question alors sera tranchée par les États de commun accord. Donc, très important, donc, déterminer sa résidence fiscale. Une fois qu'on a déterminé sa résidence fiscale, on a la possibilité de regarder quel sera le traitement fiscal de chacun de vos revenus. Alors, premier revenu, j'ai pris les revenus issus du patrimoine immobilier. Les revenus du patrimoine immobilier, bon là, ils sont toujours imposables au lieu de la situation de l'immeuble. Donc, vous devez les déclarer au Royaume-Uni si vous maintenez des immeubles au Royaume-Uni. Par contre, en France, vous allez devoir les déclarer, mais vous imputerez sur l'impôt français un crédit d'impôt qui correspond en fait à l'impôt français sur ces loyers. Alors, pourquoi on fait ça? C'est une mesure d'équité fiscale, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez maintenu du patrimoine immobilier au Royaume-Uni, mais du patrimoine immobilier qui soit productif de revenus ou non, vous serez peut-être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est un impôt français sur la détention du capital qui, en fait, s'applique, se déclenche lorsque votre patrimoine excède 1 300 000 €. Alors, quand vous êtes résident fiscal, d'où l'intérêt de savoir de quel pays je suis résident fiscal, quand vous êtes résident fiscal en France, vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière sur votre patrimoine mondial. Sauf que, heureusement, la France, en fait, favorise les impatriés et a mis en place un système spécial d'impatriation qui permet, en fait, aux personnes qui ont été domiciliées plus de 5 ans à l'étranger d'être exonérées d'impôt sur la fortune immobilière sur ces biens qui sont détenus à l'étranger, et ce, durant 5 années. Patrimoine immobilier, donc c'est fait. Alors, je ne vais pas parler des revenus issus de location meublée, parce que c'est un peu plus compliqué. Les placements financiers, vos intérêts, ils seront toujours imposables au lieu de la résidence fiscale. Les dividendes seront imposables au lieu de la résidence fiscale, mais le Royaume-Uni a la possibilité, dans certains cas, d'appliquer en fait une retenue à la source de 15%. Cette retenue à la source sera imputable en France via votre déclaration fiscale par le biais d'un crédit d'impôt. Enfin, les plus-values sur cession d'actions, elles sont imposables dans l'état de résidence, donc d'où l'intérêt de déterminer où se situe la résidence fiscale. Et dans certains cas aussi particuliers, le Royaume-Uni a la possibilité aussi d'appliquer une retenue à la source sur certaines plus-values, laquelle retenue sera aussi éliminée, donc la double imposition sera éliminée via un crédit d'impôt. Alors, petite précision qui n'est pas négligeable, vous avez probablement sur vos placements financiers une retenue à la source qui est effectuée par la banque, qui en fait correspond à l'impôt que vous payez au Royaume-Uni. Cette retenue à la source, par exemple pour les dividendes, n'équivaut peut-être pas à 15%, elle est peut-être supérieure. Dans ce cas-là, il faut, lorsque vous déménagerez au Royaume-Uni, informer vos établissements financiers, fournir des formulaires spécifiques que vous devrez faire remplir par l'administration fiscale en France pour que l'organisme financier vous applique non pas la retenue interne britannique, mais la retenue conventionnelle de 15%. C'est très important parce que si cette retenue, par exemple, j'invente, si la retenue britannique est de 20%, vous ne pourrez pas imputer dans votre déclaration fiscale en France les 20%, parce que la convention prévoit une retenue à la source de 15% maximum, ce qui fait que vous aurez une double imposition à concurrence de 5%, donc la différence entre 20% et 15%. Alors, les revenus professionnels de source britannique. J'ai vu dans les questions qu'effectivement, des personnes allaient se situer dans ce cas de figure.
Le principe de base, c'est que les revenus professionnels sont imposés dans le pays de résidence, sauf si vous travaillez au Royaume-Uni. Dans ce cas-là, vos revenus professionnels seront imposables au Royaume-Uni, quand bien même vous avez une résidence fiscale en France. Et vous devrez donc au Royaume-Uni, et bon, vous avez le système de la retenue à la source, mais vous serez un non-résident fiscal au Royaume-Uni, fiscalisé sur vos revenus professionnels au Royaume-Uni. Sauf qu'il n'y a rien qui est simple. Cette dérogation connaît une exception, c'est-à-dire l'exception du séjour temporaire. Donc, si vous travaillez au Royaume-Uni pour une durée inférieure à 180 jours, au cours de toute période de 12 mois consécutifs, que votre rémunération n'est pas supportée financièrement par un employeur au Royaume-Uni et que le coût de ces rémunérations n'est pas à charge d'un établissement que cet employeur aurait, eh bien, en fait, votre rémunération demeurera imposable en France. C'est ce qu'on appelle les séjours temporaires. Les retraites. Alors, moi, je vous parle là des retraites récurrentes, donc mensuelles, trimestrielles. Il y a aussi les capitaux retraites. Alors, les capitaux retraites, c'est un régime beaucoup plus complexe, donc je ne peux pas l'aborder ici en l'espace de 10-15 minutes. Mais concernant les retraites mensuelles, trimestrielles que vous recevriez du Royaume-Uni, il faut distinguer les retraites privées des retraites publiques. Les retraites privées sont imposées dans l'État de résidence, c'est-à-dire vous avez par exemple une retraite du secteur bancaire du Royaume-Uni, vous êtes résident fiscal, et donc je reviens toujours sur la première question, où est ma résidence fiscale? Puisque sans déterminer précisément où est votre résidence fiscale, on ne pourra pas appliquer le régime fiscal applicable à vos revenus de manière correcte. Donc si vous êtes résident fiscal en France, vos retraites du Royaume-Uni provenant du secteur privé seront imposables en France. Si vous avez eu une retenue à la source effectuée, ce qui est probablement le cas, vous avez une procédure de remboursement des impôts prélevés à la source par le Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas un système de crédit d'impôt, c'est autre chose, un autre système. Il n'y a rien qui est facile en fait en matière de fiscalité. Si vous avez une retraite publique, c'est-à-dire que si vous avez des rémunérations qui proviennent, vous étiez fonctionnaire dans l'enseignement public ou dans l'hôpital public, en fait, elles seront imposables au Royaume-Uni, elles seront imposables en France avec imputation d'un crédit d'impôt. Sauf si vous avez la nationalité française et que vous n'avez pas la double nationalité, c'est-à-dire que vous avez la nationalité française et pas la nationalité française et britannique. Alors peut-être vite fait pour cette question de crédit d'impôt, parce que normalement vous devez vous dire mais c'est compliqué, si c'est imposable dans un pays, pourquoi le reporter en France et appliquer un crédit d'impôt? C'est une mesure en fait d'équité fiscale qui est destinée en fait à mettre sur le même niveau de pression fiscale les personnes qui localisent en France tous leurs revenus, des personnes qui ont la possibilité ou qui, de par leur vie, les revenus sont splittés dans différents pays. Donc, par le biais de ce crédit d'impôt, on doit reconstituer une assiette de revenus mondiaux en France qui déterminera un taux moyen applicable à vos revenus de source française imposables en France, mais on va éliminer la double imposition pour les revenus qui demeurent imposables au Royaume-Uni par l'imputation de ce crédit d'impôt. C'est juste, en fait, tout cela pour éviter que vos revenus de source française soient imposables à un taux inférieur par rapport à des personnes qui auraient tous leurs revenus en France. Alors, bon, donc là, j'en ai fini avec l'imposition des revenus et des capitaux. Sachez, et ça c'est quelque chose que tout le monde ne mesure pas, si vous avez le moindre compte bancaire, quand bien même il n'y aurait rien comme argent dessus, il ne générerait pas de revenus, y compris une assurance vie avec très peu d'argent, vous êtes obligé de les déclarer en France à partir du moment où vous êtes résident fiscal en France. Vous êtes obligé de le déclarer, mais vous ne devez pas mentionner le solde, vous ne devez pas mentionner le montant de l'assurance vie. En plus de ça, maintenant que l'impôt sur la fortune est devenu l'impôt sur la fortune immobilière, à moins d'avoir une assurance vie avec des produits immobiliers dedans, l'administration fiscale française n'a aucun titre pour connaître le montant que vous avez sur votre compte bancaire, mais vous devez déclarer les informations, les numéros, les organismes, etc. Vous avez des formulaires que vous devez remplir en même temps que vous remplirez votre déclaration fiscale de manière annuelle. Si on ne le fait pas, ben vous voyez, les amendes sont sévères. C'est 1 500 € par compte bancaire et par contrat non déclaré pour une simple formalité administrative. Les majorations d'impôts, donc si vous avez un redressement fiscal avec, concernant par exemple des dividendes sur des comptes titres qu'on n'a pas déclarés, ben, l'impôt correspondant à ces dividendes non déclarés sera majoré de 80%. Puis surtout l'administration fiscale, dès l'instant où vous avez des avoirs à l'étranger non déclarés,
des contrats de banque, enfin, des contrats en banque et des contrats d'assurance vie, l'administration fiscale, au lieu d'avoir un délai de reprise de 3 ans, elle peut remonter en arrière pendant 10 années. Idem pour les trusts. Si vous êtes, parce que je sais bien qu'en Angleterre, c'est un mode normal de gestion de son patrimoine, c'est pas parce que vous avez un trust en Angleterre qu'arrivé en France, vous devez le fermer. Hein. On n'interdit pas les trusts en France. Il faut juste, en fait, montrer patte blanche. Il faut remplir des déclarations qui sont un petit peu techniques à remplir. Donc, pour la première fois, il faudra que vous fassiez aider. Donc, c'est des déclarations de valeur vénale que vous devez déposer chaque année, ainsi que des déclarations dès l'instant où vous constituez un trust, dès l'instant où il y a une modification dans le trust, ou si vous éteignez le trust. Et là, les amendes, elles sont terribles, parce que là, c'est 20 000 € quand même, hein, par plus de nouveaux majorations d'impôts. On m'a aussi posé la question, que se passe-t-il si je suis résident fiscal, mais je continue de gérer ma société qui a son siège au Royaume-Uni? Alors là, attention à la notion d'établissement stable. C'est un sujet qui fait l'objet en fait de contentieux très nombreux, de contentieux virulents, qui démarrent même souvent par le biais de perquisitions fiscales. Donc, perquisition fiscale dit passage par le juge pénal, c'est-à-dire le juge de la liberté de la détention, qui donne autorisation, sans que vous soyez au courant, bien entendu, à l'administration fiscale de pénétrer dans votre domicile et dans tous vos bureaux, y compris chez votre expert comptable en France, pour essayer de découvrir si vous n'avez pas une société basée au Royaume-Uni que vous gérez à partir de la France. Et la sanction, c'est laquelle? C'est l'administration fiscale. Il va dire, bon ben voilà, avec notre perquisition, on a pu reconstituer un chiffre d'affaires, un bénéfice net. Alors souvent, bénéfice net, ils ne s'ennuient pas trop, donc ils prennent un chiffre d'affaires brut, ils enlèvent quelques charges éventuellement. Et ils disent, ben voilà, nous, c'est imposable en France, c'est une activité occulte que vous deviez déclarer. Quand bien même cette activité, pourtant, avait été déclarée au Royaume-Uni, ils vont vous dire, non, mais nous, ce n'est pas notre problème, il y a un établissement. C'est un peu comme une succursale, en fait. Succursale que vous créez, une succursale d'une société étrangère que vous créez en France, vous devez la déclarer au tribunal de commerce et déposer une liasse fiscale si elle génère du chiffre d'affaires. C'est la même chose. Et on tombe très vite dans l'établissement stable, parce que l'établissement stable, c'est un siège de... Voilà. C'est un siège de direction, c'est-à-dire que si vous dirigez votre société de votre appartement à Paris ou de votre maison dans le Luberon et que vous avez un bureau dédié à cet effet, on va considérer que vous avez un siège de direction en France alors que la société est au Royaume-Uni. Et surtout, si au Royaume-Uni, vous n'avez aucun moyen matériel et humain, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de personnel sur place qui gère cette société avec vous, qui produit du chiffre d'affaires, l'administration fiscale va vous imputer 100% de chiffre d'affaires en France dans le cas d'une activité occulte qu'il aurait fallu déclarer. Donc ça, attention, si vous êtes dans cette situation-là, il faut s'organiser, il faut restructurer votre société, il faut éventuellement créer une entité en France qui fournit des services à l'entité au Royaume-Uni et rédiger les contrats qui vont bien pour éviter d'être en porte-à-faux par rapport à la loi fiscale française. Alors, ce n'est pas une notion propre à la France, la notion d'établissement stable, on la retrouve dans toutes les conventions fiscales signées à travers le monde. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je suis désolée pour tous ces bugs techniques et je laisse la parole à Madame Leloir, Sandrine Leloir. Merci. Merci Caroline, aucun souci, ce sont les aléas du direct. On a eu beaucoup de réponses déjà aux questions qui avaient été posées en amont. Alors, on a une question qui revient là à plusieurs reprises. Est-ce qu'il existe un meilleur moment pour changer de résidence fiscale? Non, il n'y a pas de meilleur moment. En fait, en France, vous êtes résident fiscal à partir du moment où vous remplissez les conditions de résidence fiscale. Donc, ce n'est pas une question de 1er janvier, voilà. Ce n'est pas des années civiles. Alors, donc, le meilleur moment, à vous de faire des simulations en disant, bon, si je suis résidente fiscale à partir, je ne vais pas du milieu de l'année, effectivement, là, vous avez une base imposable qui sera inférieure que sur 12 mois. Donc, forcément, vous allez, comme on est sur un système de barème progressif par tranche, donc plus on a de revenus imposables, plus on paye d'impôts, plus on est soumis à une pression fiscale, le taux moyen d'impôt est plus élevé, donc ça peut être intéressant de partir en milieu d'année. Mais il faut voir ce que ça donne du côté du Royaume-Uni. Donc, oui. Mais du côté du Royaume-Uni, je crois que c'est plus compliqué parce qu'en plus de ça, là, je crois que c'est des années de avril à avril. Donc, mais bon, il n'y a pas, à part pour la question du barème progressif d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de meilleur moment pour quitter le Royaume-Uni et venir en France. Merci Caroline pour cette réponse.
On va laisser la parole à Sandrine Leloir, qui est notaire. On va parler aussi de, voilà, de cette préparation à cette impatriation qui est parfois moins préparée que l'expatriation. Sandrine va nous expliquer, c'est l'occasion justement de faire un audit, un état des lieux de la situation au niveau patrimonial et familial. Et je laisse Sandrine en parler bien mieux que moi. Merci Sandrine. Merci Julie. Alors effectivement, mon intervention en général est entre guillemets moins attendue parce que pour avoir eu plusieurs retours d'expérience quand on est en pleine mobilité, en préparation de retour, on a beaucoup de problématiques qui sont de court terme à anticiper plutôt que parfois des problématiques que l'on pense être plus lointaines sur du moyen long terme et pour le coup ça ne fait pas partie des priorités à l'instant même. Donc l'objet de mon intervention, c'est peut-être en tous les cas que les participants aient entendu à un moment ou à un autre qu'il faudra nécessairement se poser sur ces problématiques particulières qui auront pu naître à l'occasion d'une mobilité internationale de manière générale, mais en l'occurrence là pour les Royaumes-Unis, parce que même si on rentre entre guillemets chez soi, il peut survenir dans le temps certaines problématiques que l'on n'avait pas anticipées. On pense toujours que sa situation elle est simple. Et en réalité, d'un point de vue comment dirais-je, international, les choses ne sont jamais si simples que l'on pense. Alors, déjà, tout d'abord, pour vous dire pourquoi c'est des problématiques que je vais envisager qui sont sur du moyen terme, long terme, c'est que si tout va bien, on vit le plus longtemps possible, c'est sûr, et si tout va bien, si on est marié, on espère que ça dure longtemps. Mais ça peut évidemment ne pas arriver. Et en tous les cas, c'est important lorsqu'on va constituer un patrimoine ou en tous les cas faire des arbitrages dans ses investissements, dans ses futures acquisitions, si on envisage des donations pour anticiper des transmissions. La première règle est de se poser sur quel est mon patrimoine existant et si je pense en être seul propriétaire et avoir seul les pouvoirs sur mon patrimoine, est-ce que je suis en union libre? Est-ce que je suis purement célibataire, divorce, etc.? Est-ce que je suis mariée? Et à la base, avant de parler même de succession, de donation, etc., c'est quel est mon patrimoine? De quoi va-t-il être composé dans le futur selon que je suis, principalement, ça va être mon sujet, mariée, puisque ça rajoute, on va dire, à des problématiques de qualification. Alors, tout d'abord, donc la situation des couples mariés ou des couples franco-britanniques, parce qu'ils peuvent ne pas être du tout de nationalité britannique. Alors, il y a le mariage et il y a le civil partnership, qui est un partenariat civil pour lequel il est possible de le muter en mariage. Alors, selon le lieu de célébration, soit on s'est marié en France, soit on s'est marié en Grande-Bretagne. Ça n'est pas du tout un problème de se marier en Grande-Bretagne ailleurs pour que le mariage soit reconnu en France. La seule chose, c'est qu'il y a une formalité additionnelle à réaliser qui est la transcription sur les registres d'état civil en France. En général, quand la célébration intervient en Grande-Bretagne, on vous alerte sur cela et on vous invite à produire le certificat de capacité qui pourra permettre cette transcription. Donc, je vais essentiellement parler de ça. Donc, on s'assure que le mariage célébré en Angleterre est transcrit en France. Alors, avec des effets que je pondère, c'est-à-dire que pour les mariages célébrés depuis le 1er mars 2007, le mariage célébré en Grande-Bretagne sera opposable en France
même à l'égard des tiers, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du couple. C'est pour les mariages célébrés avant le 1er mars 2007 que cette opposabilité, c'est-à-dire que vous soyez marié aux yeux de tous, intervient. C'est-à-dire qu'il y a une limite là-dessus. Vous serez marié pour vous, mais à l'égard des tiers, il y a une réserve pour évidemment les protéger dans les engagements que vous auriez pris. Alors, c'est effectivement un point, mais qu'il ne faut pas oublier, parce que les effets du mariage en France, quel que soit le régime matrimonial, peu importe si que vous ayez un contrat de mariage ou pas, les propres effets du mariage occasionnent des droits, parce que c'est vrai que le conjoint en France est globalement assez protégé, et je vais aborder ces règles-là. Le conjoint est protégé, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire du positif pour le conjoint, mais ce qui veut dire aussi potentiellement des limites dans l'exercice de ses pouvoirs sur les biens pour lesquels on pense avoir des pouvoirs seuls. Exemple, en France, il existe une règle primaire qu'on appelle impérative, qui est de protection. Lorsqu'on est marié, c'est la protection du logement familial et des meubles meublants qui l'occupent. Et dès lors que ce logement familial sera donc sur le territoire français, peu importe le régime du mariage, le régime matrimonial, il y a une protection qui est organisée de la façon suivante. Le couple ne peut pas décider l'un sans l'autre de toute aliénation de ce bien immobilier. Ça veut dire une vente, ça veut dire une hypothèque, ça veut dire une donation sur ce bien. Dès lors que la famille est hébergée, vous ne pouvez pas disposer seul du pouvoir de vendre, alors même que vous seriez propriétaire seul de ce bien. Donc, ça concerne toute aliénation, je le rappelle, pas forcément que la vente, mais aussi une donation. Protection aussi du conjoint. Oui. Sandrine, excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous avez une petite slide de présentation ou est-ce que Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, je me suis pas... Il y a peut-être des personnes qui sont en train de nous rejoindre et ça leur permettra de voir un petit peu quel est le... Alors, je ne pense pas l'avoir. Est-ce que vous l'avez intégré quelque part? C'est pas grave, c'était si jamais vous souhaitez... Ouais. Pas de souci, vous pouvez continuer votre présentation, Sandrine. Ouais, je sais pas. Je pensais que c'est vous qui l'ajoutiez en fait, tout simplement. Et on a déjà beaucoup de questions, mais on va vous laisser continuer sur cette bonne voie. Merci. D'accord. Bon, je suis désolée pour l'absence de fichier. Je vais essayer d'être malgré tout synthétique. Alors, haute protection par le simple fait d'être marié, peu importe son régime matrimonial, et peu importe si la Grande-Bretagne, par exemple, ne reconnaît pas certains concepts de droit de propriété propres à la France, c'est, en matière de succession, un droit temporaire au logement familial pour le conjoint survivant. Peu importe que le conjoint ait des droits dans la succession, peu importe même qu'il accepte une succession ou qu'il y renonce, peu importe quel que soit son régime matrimonial, c'est un effet direct du mariage. Il a le droit d'occuper durant une année, il a la jouissance gratuite du logement et du mobilier. D'accord? Donc ça, c'est aussi un effet direct du mariage qui serait reconnu en France. Alors, là-dessus, j'ai quand même quelques sujets sur le droit temporaire au logement familial, sur l'application de ce droit théorique supposé, même si la loi successorale anglaise s'appliquait. Parce qu'effectivement, c'est la manière dont va accueillir l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni en général, un droit qu'il ne connaît pas. Donc ça, je fais une petite réserve. Il faut savoir que de manière générale, quand on travaille sur des dossiers de droit international, le notaire en France est en lien avec un lawyer qui gère la succession dans le pays, en l'occurrence. Le cas particulier des donations entre époux. Alors, les donations entre époux, c'est aussi la loi des effets du mariage. Donation entre époux, je précise, de biens présents.
Parce que ce que l'on entend communément comme une donation au dernier vivant, vous savez, donation à cause de mort, etc., ce genre de disposition contractuelle en faveur du conjoint qui prend effet au décès, ça, c'est un régime propre des règles de droit international qui suivent les règles applicables en matière de succession, ce qui est assez cohérent. Donc, je passe pour le reste directement au contrat de mariage. Où est la loi applicable au régime matrimonial? Alors, dans une situation franco-française, en général, les gens savent à peu près ce que recoupe un contrat de mariage. Ils se disent, si je n'ai pas fait une séparation de biens, pour faire un raccourci, c'est que je suis sous un régime légal de communauté réduite aux acquêts. Mais dès lors qu'on a un élément d'extranéité, ce qu'on appelle un élément d'extranéité, c'est j'ai soit un des membres du couple qui est de nationalité différente, soit une résidence, une domiciliation qui a évolué dans le temps, soit des biens dans des pays différents. Tout ça caractérise une situation internationale d'extranéité. Et donc, la question, avant même d'un contrat de mariage, c'est quelle est la loi applicable à mon régime matrimonial. Donc, et ça, qu'il y ait un contrat ou pas, entre guillemets, parce que suivant où il fait le contrat et la période, il n'a pas toujours été désigné une loi applicable au contrat de mariage. Pourquoi? Parce que quand on fait un contrat de mariage, il arrive qu'on ne sache pas, à ce moment-là, quelle va être l'évolution géographique de notre situation, tout simplement. Donc, la première chose, c'est effectivement quelle est la loi applicable. Et la loi applicable, en l'occurrence, peut soulever un certain nombre de problématiques, avec particulièrement le Royaume-Uni, pour deux raisons. Le Royaume-Uni ne connaît pas véritablement le régime matrimonial, comme nous le concevons. Pourquoi? Parce qu'au Royaume-Uni, il règne une espèce d'autonomie dans le couple. Chacun est propriétaire de son propre patrimoine. Il n'y a pas le même concept que dans les droits latins tels que la France. Premièrement. Deuxièmement, le Royaume-Uni n'a pas adhéré à un règlement européen qui a facilité le règlement de situation internationale européenne en tous les cas, parce qu'on a unifié certaines règles de conflit, d'accord, d'application de loi, c'est-à-dire les règles de conflit, qui va appliquer quelles règles, et donc on est d'accord sur l'application de critères communs. Donc le Royaume-Uni n'a pas adhéré à ce règlement européen récent, donc on est obligé de tenir compte de ce règlement européen pour ce qui nous concerne, qui est d'application universelle, dès lors que un Français, une situation française va se présenter, on va appliquer le règlement européen. On n'a pas besoin d'exiger l'application de ce règlement partout dans le monde. En revanche, ceux qui ont une règle contradictoire ou selon la situation du couple, il faudra tenir compte des particularités britanniques. Je verrai tout à l'heure pourquoi par rapport aux contrats de mariage qui peuvent être faits au Royaume-Uni, justement. Alors, je reviens sur quelle loi applicable au régime matrimonial. Alors, le contrat de mariage français, en général, l'enregistrement du mariage célébré au Royaume-Uni, au consulat, vous donnera le choix du régime matrimonial à la française. Ou à défaut, grâce à l'enregistrement, vous serez soumis au régime légal français. D'accord ? Depuis un arrêt de 2009, le Royaume-Uni reconnaît les contrats de mariage établis en France dans certaines circonstances et conditions. Pourquoi? Parce que je vais en parler un peu plus bas. On a des types de contrats de mariage en Grande-Bretagne qui répondent à d'autres critères de forme que nous connaissons en France. Alors, si ça n'a pas été fait par un couple français qui serait marié donc en France avant de s'établir au Royaume-Uni, il est a priori, mais ça c'est à vérifier avec un lawyer local, possible de faire procéder à une nouvelle convention matrimoniale au Royaume-Uni qui respecterait donc les règles de forme au Royaume-Uni. Et à ce moment-là, il conviendra de faire coïncider le plus possible la convention anglaise avec le contrat de mariage signé en France. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des prenuptial agreements
ou post-nuptial agreements en anglais, c'est-à-dire des contrats de mariage, en tous les cas qui ont l'apparence d'être un contrat de mariage dans les termes, mais en réalité qui ont pour objet de, plus exactement, fixer les règles en cas de dissolution par divorce. Donc, ce type de contrat, à la différence de nos systèmes de contrats à nous, la particularité, c'est dans le dénouement de l'affaire, puisqu'il semble que, alors ça sous réserve de l'application concrète et au quotidien en Angleterre notamment, mais c'est que le juge a un pouvoir de pondération des règles qui ont été librement fixées par le couple dans ce type de contrat. Le couple va fixer des règles en cas de divorce, mais le juge peut intervenir, notamment pour tenir compte des besoins financiers de l'un ou l'autre, pour, entre guillemets, trouver un équilibre. Alors qu'en France, les règles de régime matrimonial, elles sont, une fois qu'on a choisi un type de régime matrimonial, elles sont figées et le juge applique les règles, en fait, ni plus ni moins. Même si on s'accorde sur certaines modalités de divorce amiable en France, nos règles, elles sont arrêtées, elles ne sont pas contractualisées. Donc, la loi ensuite applicable au régime matrimonial. Alors là, c'est vraiment dommage que je ne puisse pas effectivement faire apparaître au moins mon plan détaillé. La loi applicable au régime matrimonial, les problématiques qui se posent, c'est à chaque fois déterminer quelle est la date de l'union, quand est-ce qu'elle a été célébrée, et est-ce qu'il a été désigné une loi expressément. La loi expressément est pour comment dirais-je, un acte en France, soit dans un contrat de mariage, d'accord, soit dans un acte notarié dans lequel spécifiquement, après le mariage, on va désigner la loi applicable au régime matrimonial. Donc, c'est vraiment la forme de désignation. Quand on se marie, on le fait en amont dans le contrat de mariage, c'est-à-dire qu'on choisit la loi applicable, puis éventuellement un contrat de mariage spécifique ou un contrat, le contrat d'application légale en France, soit dans un acte séparément. Donc, pourquoi la date de mariage est importante? C'est que les textes, les textes d'application internationale ont été pris dans le temps à des périodes différentes et avec des prises d'effet différentes. Donc, tout d'abord, les mariages avant le 1er septembre 92. Là, avant 92, nous n'avions pas de textes internationaux, donc c'est des règles jurisprudentielles qui se sont appliquées. Et on avait déjà cet esprit, c'est-à-dire la recherche de quelle est la loi applicable au couple, s'ils n'ont pas eux-mêmes décidé d'une loi applicable. D'accord ? Donc, il était possible, même avant 92, de choisir une loi applicable si on optait pour une loi applicable, c'était une loi unique pour tout le patrimoine, d'où qu'il se trouve. On pouvait aussi choisir une loi applicable après le 1er septembre 92, quand un premier texte est apparu, mais il n'était plus possible de le choisir de manière classique. C'était dans le cas d'une procédure qui s'appelait une action déclaratoire, même sans conflit judiciaire, mais c'était possible, donc c'était un peu plus compliqué. Et après le 1er septembre 92, c'est là où est apparue la Convention de La Haye, simplifiant la déclaration d'option pour une loi. D'accord, donc même pour les couples mariés avant le 1er septembre 92, enfin est apparue la possibilité de choisir par un acte simple une loi applicable à son régime matrimonial. Et enfin, depuis le 29 janvier 2019, où on a un règlement européen, on est aussi en capacité de choisir une loi. La seule différence entre choisir une loi à partir du 1er septembre 92 et le 29 janvier 2019, c'est que dans la période de 92 à 2019, on pouvait choisir une loi suivant la situation des biens. On pouvait dire la loi matrimoniale s'appliquera pour tout mon patrimoine ou pour uniquement, comment dirais-je, des biens situés dans tel pays. En l'absence de choix par le couple, là, il faut trouver des critères. Donc, avant 92, la jurisprudence
elle recherchait tout ce qui pouvait concrétiser la volonté des époux, leur intention, leur attachement le plus étroit. Et le premier critère était le premier domicile. Pas la résidence, mais le premier domicile effectif et stable. Donc, effectif et stable, ça veut dire si ça dure 6 mois, c'est pas assez. Ça n'est qu'une présomption, c'est-à-dire qu'il était toujours possible, même si c'est toujours difficile, de prouver un attachement plus étroit avec un autre pays, notamment la localisation des intérêts pécuniaires des époux. Je vais essayer d'aller plus vite sur ces mariages avant 1er septembre 92. Je ne sais pas quel est mon éditoire, s'il y en a beaucoup, ou si les gens se sont mariés un peu plus tard. Voilà. Ensuite, on a les mariages après le 1er septembre 92 où on a la Convention de La Haye qui s'applique avec des nouveaux principes. Cette fois, à défaut de loi applicable désignée par le couple, on a un critère de rattachement qui est la première résidence habituelle commune après le mariage sans condition de délai minimum. Ça veut dire, exemple, un couple de Français qui se marie en France, s'installe en Angleterre ensemble quelques années avant de rentrer en France, ils sont soumis à la loi anglaise pour leur régime matrimonial. D'accord ? Et donc voilà. Alors, on a un certain nombre d'exceptions. Si on n'a pas de résidence habituelle, là, il faut retenir la loi de la nationalité commune. S'il n'y en a pas de loi de nationalité commune au couple, les liens les plus étroits qu'on retrouvait tout à l'heure, d'accord ? Et je fais comment dirais-je, je vous fais grâce à un certain nombre d'autres exceptions. On a, à partir du 1er septembre 92, une problématique est apparue avec cette convention de La Haye, qui est la mutabilité automatique de sa loi applicable. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire qu'à la date de son mariage, on pouvait déterminer la loi applicable, si on ne l'avait pas fait soi-même par des critères qui sont définis, sauf que sans que le couple ne soit forcément informé, il y avait des cas de mutabilité, de changement automatique de la loi applicable. Donc, pourquoi ? Alors, le changement automatique sans manifestation de volonté, c'est quand même pas commun. C'est le premier cas, si la résidence habituelle du couple a duré plus de 10 ans dans un pays. Là, automatiquement, sans manifestation de volonté, on devient soumis à la loi du pays en question. Deuxième cas, c'est la nouvelle résidence habituelle du couple est dans un pays qui coïncide avec la nationalité commune. Là, comment dirais-je, ça devient une situation finalement qui n'est plus internationalisée puisque le couple se réétablit dans le pays de sa nationalité commune et donc retrouve la pleine qualification de la loi de sa nationalité commune à sa situation matrimoniale. Dernier cas, c'est le couple qui n'avait pas de résidence commune au moment du mariage et du fait de la loi donc la loi nationale s'applique et ils fixent leur résidence habituelle ensuite dans un même État. Donc ça, c'est un cas où effectivement il faut être alerté. Cette mutabilité automatique des régimes matrimoniaux pour les couples mariés avant 2019, mais depuis 1992, il faut s'interroger, faire un point sur la mobilité géographique du couple. Voilà. Les couples qui étaient mariés avant n'étaient pas concernés et les couples qui sont mariés depuis 2019 ne sont pas concernés non plus. Cette convention de La Haye prévoyait toujours la faculté de désigner une loi applicable suite au mariage et aussi suite à la mutabilité automatique. Par contre, le choix de la loi est limité. Ça peut être la loi de nationalité d'un des deux dans le couple, la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux ou les deux a sa résidence habituelle ou c'est là où je l'évoquais tout à l'heure, où tout ou partie des immeubles de leur loi de situation. Alors, je rappelle quand même que depuis l'entrée en vigueur le 29 janvier 2019, on ne peut plus choisir une loi différente selon la localisation d'un bien.
C'est plus possible. On choisit une loi unique, voilà, comme avant 92. C'est un peu compliqué cette histoire. Je le dis parce que avant 2019, il était parfois recommandé de faire cela, de choisir une loi différente selon la situation de l'immeuble. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles successorales différentes qui s'appliquent entre la France et le Royaume-Uni. Et on le verra tout à l'heure. Donc, de ce fait, il y avait ce genre d'option qui était recommandée. Voilà. Alors, les mariages depuis le règlement européen du 24 juin 2006, qui est entré en vigueur le 29 janvier 2019, qui est applicable, qui était, voilà, dont je parlais tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Donc, pareil, même principe, on peut choisir sa loi, et si on ne choisit pas sa loi, il y a des critères qui sont retenus, qui s'appliqueront et qui devront être retenus par le notaire en charge du règlement de la liquidation du régime matrimonial. Le critère de rattachement est le même que pour la Convention de La Haye, la première résidence habituelle commune après le mariage. Alors, je prends un exemple, toujours pareil, le couple de Français qui se marie en France s'installe en Angleterre ensemble quelques années avant de rentrer en France. Ils sont soumis à la loi anglaise quant à leur régime matrimonial. Et au sein de la loi française, s'ils ne choisissent pas un type de contrat de mariage, ça sera donc la loi le régime légal français qui s'appliquera. On a un certain nombre d'exceptions. Sur demande d'un des époux, le juge compétent peut désigner la loi de la dernière résidence habituelle commune. Bref, à défaut de résidence habituelle, la loi de nationalité commune. Et à défaut, encore une fois, la fameuse loi des liens les plus étroits. Il n'y a plus de cas de mutabilité automatique, comme je viens de le dire tout à l'heure. Voilà. Alors, comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, le Royaume-Uni applique ses propres règles de droit international puisqu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes le concept de régime matrimonial. Pour autant, si, par exemple, de surcroît, les règles du divorce, je parle le cas du divorce parce que le divorce n'est pas régi par les mêmes règles de droit international que le régime matrimonial. Pour les règles du divorce, vous pouvez avoir des Français qui vont divorcer en Grande-Bretagne et qui vont avoir leurs propres règles applicables de divorce suivant les règles locales et potentiellement le notaire français devra en tenir compte. D'accord ? C'est pas opposé en tout point. Alors, ensuite, je ne reviendrai pas sur les particularités du régime légal matrimonial français qui est la communauté de biens réduite aux acquêts. Ça joue beaucoup sur qui est propriétaire, bien évidemment, qui est propriétaire ou même s'il est propriétaire, s'il n'y a pas des mécanismes de récompense financière qui doivent se mettre en place au moment de la liquidation. En l'occurrence, c'est la dissolution soit du régime matrimonial par divorce, soit par décès. Donc voilà, ça c'est les aspects, on va dire, couple. Après, il y a les aspects successoraux. Et avant d'envisager la succession, je vais en parler. Pourquoi? Parce que si vous envisagez de faire des donations, il faut forcément se poser la question au moment d'une donation de quelles seraient les règles à la succession. C'est déjà le cas pour une situation franco-française. Donc, de surcroît, en situation, on a un élément d'extranéité, comme je le disais tout à l'heure. Alors, oui. On va devoir clôturer le webinaire. Ah mince! On va bientôt devoir le clôturer. Alors, on a eu beaucoup de questions, on a eu beaucoup d'informations, mais là, on a dépassé un petit peu le temps limite. D'accord, je croyais qu'on a... D'accord. On va peut-être préciser en fait aux spectateurs, aux auditeurs, que votre présentation écrite, votre présentation ainsi que le replay seront rediffusés sur tous les canaux de communication French Morning. Donc, on vous donne rendez-vous très vite sur notre site internet, sur la newsletter, sur le Facebook, pour retrouver cette présentation ainsi que les coordonnées donc, de Sandrine, d'Amélie, Caroline, qui nous ont fait l'honneur d'être présentes aujourd'hui. On va clôturer peut-être avec une ou deux dernières questions, parce qu'on va devoir vraiment se déconnecter. Amélie, est-ce qu'on peut faire un transfert pounds versus dollars, vers les dollars? Oui, bien sûr. Oui, avant bien de sûr. nous quitter.
Oui, c'est un corridor qu'on fait beaucoup. Pounds, dollars américains, dollars canadiens, dollars australiens. Oui. Et le taux préférentiel French Morning est-il limité dans le temps? Oui, le taux préférentiel s'applique à toutes les devises, peu importe le montant. Donc, ça, c'est intéressant. Habituellement, on a un algorithme qui ajuste la marge selon le montant transféré. Mais pour les membres French Morning, OFX ne prendra jamais en haut de 0,5 % de marge, peu importe la devise. Une fois que vous vous êtes inscrit, donnez-nous quelques heures pour appliquer cette marge préférentielle dans le système. C'est fait manuellement. Puis, si vous voulez vérifier que la marge est bien appliquée dans votre compte, vous pouvez m'envoyer un courriel aussi. Et voilà. Voilà Clémence pour la réponse à votre question. Donc, vous pouvez vous adresser à Amélie. Une dernière question, comment éviter la double fiscalité, la double imposition? Peut-être Ça ne sera pas pour moi. Voilà, c'est pas pour C'est Sandrine, pour- Caroline. On a pour beaucoup de moi. personnes qui gardent leur activité. Alors, comment éviter la double imposition, en fait, c'est remplir les déclarations fiscales correctement, en fait, voilà. Parce que quand on a des dossiers de réclamation à faire, on se rend compte, en fait, que la double imposition, elle ne nous est pas imposée puisqu'on a un instrument international qui est là pour l'éviter, mais en fait, on a voulu trop bien faire et on a trop déclaré de part et d'autre. Je voyais une question, peut-être que je vais vite préciser. Le Brexit, en fait, c'est un sujet européen. La Convention internationale, c'est du droit international. Donc, la Convention internationale ne va pas être impactée par le Brexit. Merci pour cette précision, Caroline. On va devoir voilà, vous abandonner. On va vous dire à très, très, très vite pour un nouveau webinaire, pour un prochain thème. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire et on espère avoir répondu au maximum d'interrogations que vous avez avant de revenir en France, si c'est votre projet. Mais nous vous invitons à prendre contact avec nos 3 expertes ici présentes. Vous retrouvez leurs coordonnées sur nos canaux de communication. Je vous donne rendez-vous à très vite sur nos canaux de communication, Facebook, newsletter, website, French Morning. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci.